Merci Eric. D'abord, c'est un plaisir d'être ici. Je voudrais remercier le président Gérard Raymond de m'avoir permis de représenter France Asso Santé dans l'association. Il n'y a pas notre logo, mais on a participé et on a assisté à vos débats et aux travaux depuis le début. Je pense qu'il est toujours intéressant. D'abord, il y avait une liberté d'expression qui est importante et encore plus important, il y a une multidisciplinarité qui est indispensable en fait et qu'on retrouve peut-être pas totalement, mais en tout cas avec des bonnes représentations dans l'association. Donc voilà, donc cette première table ronde, alors je suis enchanté de pouvoir appeler Giovanna Marsico, qui est avec nous, Monsieur Luc Besançon, qui est là également, et puis Monsieur Vario. Alors sachant qu'il y en a deux qu'on appellera grâce à la technologie, qui sont Christian Saout et Emmanuel Ruche, qui ne peuvent pas être avec nous, mais donc qui ont enregistré une vidéo, c'est ça. Donc, écoutez, donc on ne va pas tellement attendre. Ben voilà, très bien. Donc moi, je suis le fil rouge. Je vous propose de commencer par la vidéo de M. Emmanuel Ruche. Alors, je ne sais pas s'il se présentera ou s'il faut le présenter, Eric. Sinon, il est président de la Société française de santé publique. Il est membre de la Conférence nationale de santé. Surtout, il en est le président, surtout. Voilà, c'est ça. Et sa formation, il est professeur de santé publique. Très belle spécialité, qui commence à prendre de l'importance récemment. Donc, si on peut lancer la vidéo. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel Ruche, je suis médecin de santé publique et président de la Conférence nationale de santé. Je vous remercie de me laisser l'opportunité d'aborder le concept de la littératie en santé dans le cadre de ce forum du bon usage du médicament et notamment dans cette session sur le bon usage par les patients, un engagement croissant. Peut-être pouvons-nous commencer par clarifier le concept. La littératie représente l'ensemble des connaissances et compétences dans les domaines de la lecture, de l'écriture, de la parole et du calcul, connaissances et compétences qui permettent aux personnes d'être fonctionnelles, de vivre en société et d'y participer. En français, le terme d'alphabétisme est son équivalent le plus proche. La littératie en santé, si l'on reprend la définition de Sorensen de 2012, représente les connaissances, la motivation et les compétences permettant d'accéder, comprendre, évaluer et appliquer de l'information dans le domaine de la santé. Et cet ensemble de connaissances, de motivation, de compétences permettent de se forger un jugement, de prendre une décision en termes de santé, de soins de santé, de prévention et de promotion de la santé, et ceci dans le but de maintenir et de promouvoir sa qualité de vie tout au long de son existence. Quels sont les liens entre littératie en santé et santé, état de santé? Eh bien, ces liens ne sont plus à démontrer. Le niveau de littératie des personnes est très clairement associé à l'état de santé global et à l'état de santé mentale de cette personne. Un faible niveau de littératie entraîne des risques particuliers de problèmes de santé, que ce soit en termes de mortalité, de morbidité, de conduite à risque, de situation de handicap, du fait de la difficulté à comprendre les informations relatives à la santé, quel que soit leur mode de présentation ou de diffusion. Un faible niveau de littératie en santé impacte négativement les comportements de santé, notamment par exemple dans le champ des addictions, et impacte négativement l'utilisation des services de santé et de prévention. La littératie en santé accroît les gains de santé en agissant positivement sur les valeurs qui affectent la perception de la santé et de sa maladie, en développant la capacité à faire un lien entre les messages ou les recommandations de promotion de la santé et sa situation personnelle, en donnant les moyens de faire des choix éclairés et éventuellement de changer un comportement. Les enjeux associés à la littératie en santé sont donc importants.
La littératie en santé est une aptitude, en fait, essentielle à la vie quotidienne. Chaque jour, nous prenons des décisions en matière de santé qui exigent la mise en application de compétences en santé. Une mère qui décide si elle doit ou non aller voir un médecin avec son fils malade, un homme qui doit aider un parent âgé à prendre la bonne dose d'un médicament prescrit. Le concept de littératie en santé souligne que nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à agir en santé. Et en fait, nous n'avons pas la même capacité de littératie en santé, y compris au cours du temps et au cours de notre vie. La littératie en santé est un levier en faveur de notre autonomie et de notre émancipation. Il constitue une opportunité pour aborder finalement la question des inégalités sociales de santé du point de vue à la fois des usagers et des professionnels de santé. La littératie en santé est bien sûr très proche de la notion d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique. La réduction des inégalités de santé nécessite idéalement que tous les individus ou usagers aient un niveau de compétence de base en littératie qui leur permette de comprendre les informations liées à leur santé et de prendre des décisions pertinentes en ce domaine. La réduction des inégalités de santé nécessite que le professionnel de santé s'adapte au niveau de littératie de son patient. La littératie en santé est une forme de levier, finalement, en faveur de la réforme du système de santé, à la fois pour viser l'amélioration de la qualité de la prise en charge, l'amélioration de la qualité de l'accompagnement du patient et plus généralement de la sécurité des usagers et des patients. En 2017, le 6 juillet exactement, la Conférence nationale de santé, réunie en assemblée plénière, avait adopté un avis sur la littératie en santé, avec pour titre « Usagers et professionnels tous concernés » et proposait un plan d'action à la hauteur des inégalités sociales de santé de notre pays. Ce plan d'action comprenait un certain nombre de recommandations classées en 3 grandes catégories. Créer un environnement favorable au développement de la littératie en santé, notamment en sensibilisant et en formant à la littératie en santé les professionnels intervenant dans le champ de la santé, ou en promouvant également la relation partenariale entre usagers et professionnels, relation partenariale qui permet le déploiement de la littératie en santé. Deuxième catégorie de recommandations, mobiliser les ressources pour développer la littératie en santé, notamment en direction des populations les plus vulnérables. Développer les métiers et dispositifs de médiation, faciliter l'orientation de l'usager du système de santé vers les lieux et les personnes ressources, telles que les associations de patients ou les représentants d'usagers. Enfin, des recommandations concernant l'évaluation, la recherche et la diffusion des pratiques exemplaires dans ce domaine. En conclusion, la littératie en santé est une réalité dans notre pays. Une littératie en santé limitée ou insuffisante concerne une part importante de la population française dans le champ de la santé. Une littératie en santé limitée ou insuffisante n'est pas forcément très facile à identifier et à reconnaître au niveau de l'usager ou du patient, qui aura parfois tendance à vouloir cacher cette faible littératie. Des outils existent, des outils de mesure de la littératie en santé, tels que le questionnaire sur le Health. Et les experts recommandent en matière de littératie en santé une attention systématique de la part des professionnels et une mobilisation d'une attitude dite de précaution universelle, de principe. Ainsi, il conviendrait de considérer que tous les patients peuvent avoir des difficultés à comprendre une information sur la santé et chacun d'entre nous, professionnels, devrions communiquer de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'excellents débats et échanges au cours de cette journée. Bon, on peut remercier Emmanuel Ruch, même s'il n'est pas là, il applaudir, merci. Il a fixé le cadre, il a rappelé les objectifs, et puis ce que je retiens, c'est qu'il a parlé de mobilisation de nombreux professionnels. Donc, Luc Besançon, alors vous allez nous dire, c'est exactement, vous êtes délégué général de NERES, donc vous représentez
vous allez nous le dire, des entreprises et des acteurs qui peuvent jouer un rôle important. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez parlé spontanément, en même temps qu'Emmanuel Ruche, de littératie en santé. Je n'attendais pas obligatoirement ça, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire plus et comment votre groupe, ce que vous représentez, peut contribuer à cette mobilisation? On voit bien que l'information va être un sujet central. Merci beaucoup. Donc NERES, c'est le nouveau nom de la FIPA et on représente 30 laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent des médicaments disponibles sans ordonnance en pharmacie, ainsi que d'autres produits. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, la question, elle est essentielle, c'est de dire comment on assure le bon usage et clairement, c'est par les patients. D'autant plus que dans ce cadre-là, il y aura nécessairement un accompagnement du pharmacien au moment de la dispensation, mais on n'aura pas nécessairement une prescription médicale sur ce sujet. Alors, pour nous, sans doute, en termes de littératie en santé, je voulais peut-être souligner plusieurs éléments pour aider peut-être dans nos discussions. Le premier, c'est un petit peu ce qu'a souligné l'intervenant précédent, c'est un cheminement individuel, cette littératie en santé. C'est-à-dire qu'on commence avec déjà la base qui peut venir de la famille, qui vient de la formation à l'école, et par lesquels on puisse être renforcé avec le temps, avec les interactions qu'on peut avoir avec les professionnels de santé, avec les patients experts, et puis aussi les informations santé qui peuvent émaner des autorités. Je pense que Giovanna va justement nous en parler, mais aussi ce qui est issu des laboratoires. Et puis, par ailleurs, elle peut être renforcée avec le temps, mais aussi, et on a vu le cas dans certains cas avec des fake news, elle peut être diminuée, ou en tout cas challengée. Et donc finalement, c'est un cheminement qu'on aurait voulu initialement dans une direction d'augmentation de la littératie en santé et qui est tout de même parfois pas challengé. Et c'est dans ce cadre-là où on ne peut que souligner l'importance d'avoir une vraie action coordonnée avec l'ensemble des acteurs pour justement aider à renforcer cette littératie en santé. Encore une fois, et on a la chance en France d'avoir un cadre réglementaire très strict qui permet justement de le faire dans l'intérêt du patient. Alors même si on peut toujours imaginer des améliorations de ce cadre, que ce soit par exemple pour permettre ou optimiser la communication digitale de l'ensemble des acteurs dessus, puisque par exemple, à titre d'exemple, lorsqu'on a des fake news qui sont publiées sur les médias sociaux, les laboratoires par exemple ne peuvent pas y répondre sur ce sujet. Donc ça, c'est un premier élément. Mais au-delà de ce cheminement intellectuel, il faut aussi garder en tête que finalement, de par ce cheminement individuel, on va avoir une hétérogénéité de la littératie en santé entre les différents patients. Et c'est souvent parfois peut-être une difficulté supplémentaire, c'est comment on arrive à construire ce cheminement, cette progression de la littératie en santé, tout en prenant en compte des points de départ différents, des parcours d'information et des parcours de soins qui sont là aussi différents, et comment finalement on arrive à une personnalisation de l'approche. Et cette personnalisation, elle va se faire notamment à travers les interactions avec les patients experts, avec bien évidemment les professionnels de santé. Mais derrière cet élément, c'est de dire est-ce qu'on n'a pas besoin de segmenter la population pour arriver in fine à avoir des approches spécifiques, en particulier pour les populations les plus vulnérables ou pour lesquelles une attention toute particulière doit être accordée pour améliorer la littératie en santé, qui est un élément indispensable pour assurer le bon usage des patients. Et sur ce sujet, on voit que c'est avec intérêt qu'on voit que le gouvernement, grâce ou à cause de la Covid-19, a investi massivement pour justement améliorer la littératie en santé liée à la Covid, avec la promotion des gestes barrières, avec la promotion de la vaccination et la réponse à un certain nombre de fake news également. On peut juste espérer que cette attention sur la consolidation de la littératie en santé puisse également s'étendre, y compris sur le champ du médicament et du bon usage. Et enfin, pour terminer, finalement, cette littératie en santé, en tant que laboratoire pharmaceutique, on y contribue également. Ce concept de littératie en santé place le patient dans le rôle central. Il est celui qui, non seulement est l'objet des actions, mais finalement est le moteur complet de ces actions. Et ça s'inscrit, là encore, dans un rôle encore plus actif du patient dans son traitement, dans le choix de son traitement, mais également dans la mise en œuvre de ce traitement,
grâce à toutes les informations, toute la littératie, son aptitude, à travers ses échanges avec les professionnels de santé, à comprendre l'intérêt de son traitement. Et cette littératie, ce rôle plus actif, sera bien évidemment soutenu idéalement par l'ensemble des industriels. Alors, en tant que NERES, on est forcément impliqué sur ce sujet. L'un de nos piliers principaux, l'un de 5 piliers stratégiques au sein de notre structure, c'est d'améliorer le bon usage, en particulier, bien évidemment, avec le pharmacien et les patients et les autres professionnels de santé. Mais en tout cas, c'est des éléments, et je vois un petit peu plus tard dans les innovations, certains de nos membres vont pouvoir présenter certaines approches qui ont été mises en œuvre. Mais clairement, la littératie en santé, c'est un investissement sans doute à long terme, mais essentiel et indispensable pour assurer le bon usage de l'ensemble de notre produit. Merci, M. Besançon. Alors, vous avez vu le format, c'est des interventions courtes parce qu'on va essayer d'avoir des interactions avec vous, prendre vos questions. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. On a 8 minutes à peu près. Alors, vous avez cité la bonne source d'information, mais en fin de compte, avant de passer la parole à Giovanna, pour que ce soit cohérent, puisque vous avez parlé du rôle de pharmacien, je trouve plus légitime éventuellement que M. Variot intervienne tout de suite. Comme ça, on aura cette continuité. Et puis après, on verra quand même, les bonnes sources d'information, elles sont tellement importantes qu'elles arriveront juste après. Merci beaucoup. Oui, le patient, quand il a compris son traitement, quand il y adhère, c'est beaucoup plus simple qu'il soit observant. Et c'est beaucoup plus simple que le bon usage soit respecté. On a voulu, dans la dernière convention pharmaceutique qu'on a signée avec l'assurance maladie, faire prendre le virage du métier pour replacer le pharmacien au cœur du bon usage. Et avec le patient, avec lui, on va pouvoir faire ça. Et c'est important de comprendre qu'il y a des moments de fragilité dans la vie du patient où il faut que le pharmacien soit là pour accompagner le patient et pouvoir lui permettre d'être observant et d'être avec le bon usage. Alors, on a différents outils qui le permettent. Un des premiers qui a été mis en place, ce sont les accompagnements que l'on peut faire pour différentes pathologies, tout ce qui est asthme, AVK, AOD, donc tout ce qui est anticoagulant, les anticancéreux oraux, et bien sûr, des bilans partagés de médication. Ces outils qui ont été mis à la disposition des pharmaciens pour accompagner les patients sont des outils qui vont permettre de connaître le ressenti du patient par rapport à son traitement. Quand nous dispensons un médicament, le fait de dispenser fait que nous allons lui raconter au patient ce qu'il va avoir à faire avec son traitement. Quand est-ce qu'il doit le prendre? Qu'est-ce qu'il risque d'avoir comme souci? L'accompagnement, c'est comment le patient vit avec son traitement. Comment lui, il perçoit sa vie, comment lui, il perçoit les soucis qu'il peut rencontrer. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand vous avez des patients qui ont des diurétiques, ils vous disent tous, et c'est surtout les dames, sans sexisme du tout, quand je vais faire mon marché, je ne le prends pas le matin, parce que je ne peux pas aller faire mon marché sans aller 3 fois aux toilettes. Je ne le prends pas. Donc à ce moment-là, il faut qu'on rentre dans une discussion avec le patient, avec le médecin, dans une coordination avec lui pour voir comment on peut faire. Alors si le marché, c'est 1 fois par mois, ce n'est pas trop un souci. Quand c'est 2 fois par semaine, ça commence à poser un autre problème. Et cet accompagnement où le patient va nous raconter sa vie, comment il vit avec son traitement, c'est fondamental pour permettre de mettre à jour les soucis qu'il peut y avoir dans son traitement et pouvoir les corriger. Il y a d'autres outils qui doivent être mis en place. On parle aujourd'hui de substitution, par exemple, pour les biosimilaires. C'est une source d'économie importante pour l'assurance maladie, donc on ne pourra pas en faire l'économie sans jeu de mots, mauvais jeu de mots. Mais pour autant, quand on va changer le traitement du patient, il va falloir qu'on l'accompagne. Aujourd'hui, on va peut-être avoir tendance à opposer les médecins qui vont avoir une certaine liste de substitution des biosimilaires, les pharmaciens une autre. Moi, je pense que la synergie des métiers est beaucoup plus intéressante que l'opposition. Et si on bosse ensemble avec une liste pour certains ou pas de liste pour nous, mais dans l'accompagnement des patients, en le prenant en charge tout d'abord pour lui expliquer son traitement, comment il va appréhender son nouveau traitement, comment il va appréhender... Prenez par exemple un stylo à insuline. On ne va pas donner le même stylo à un patient qui a ses yeux qui fonctionnent bien qu'à un patient qui a des problèmes de vue. On ne va pas donner le même stylo du Mira à un patient qui a des déformations des doigts qu'à un patient qui n'a pas de déformation de doigts. Il va falloir qu'on s'adapte au patient. Et puis après, il va falloir qu'on le suive pour savoir si, dans la durée, le patient il est observant, s'il a des problèmes, quels problèmes il rencontre et comment on peut arriver à combattre ces problèmes pour faire en sorte qu'il lui soit observant. Vous avez dit, Gérard, tout à l'heure, que c'était important aussi d'aider les patients dans leur prise de traitement pour faire en sorte qu'on leur facilite là aussi l'observance.
Je pense que la préparation des doses à administrer, qui est quelque chose qu'on attend depuis maintenant 12 ans, on attend, le dossier est bloqué, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi dans les tiroirs de ce ministère, depuis maintenant Roselyne Bachelot, donc vous voyez, c'est quand même pas hier. On attend que ce dossier sorte pour qu'on puisse préparer, faire avec des bonnes pratiques, préparer les doses à administrer et pouvoir permettre aux patients qui n'a plus la capacité de préparer son traitement, de rentrer dans une institution peut-être 6 mois, 1 an après. Et ça, c'est important aussi parce que plus on va lui permettre de rester chez lui, mieux il sera et plus il sera en capacité de prendre son traitement correctement. Et puis également, le fait de pouvoir le dispenser à domicile. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez parfois des gens qui n'étaient pas observants parce qu'ils avaient du mal à se rendre. Eh bien, il faut que nous, on puisse sortir de nos officines pour aller se déplacer et aller apporter le traitement. Une dispensation, on ne dit pas une livraison. Ce n'est pas la même chose. Une livraison, c'est n'importe qui. La dispensation, c'est fait par quelqu'un qui est en capacité de dispenser les traitements au comptoir. Un pharmacien, un préparateur, un étudiant. Pas la poste, pas le boulanger. Pas Amazon, quoi. Et surtout pas Amazon. Voilà. 2 autres outils, pour en terminer, ce sont les interventions pharmaceutiques. Chaque fois sur une prescription, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Parce que, par exemple, le patient est rentré à l'hôpital, le service hospitalier a arrêté un traitement. Le médecin généraliste qui le revoit le remet. Est-ce qu'il le remet volontairement? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est un... Bref, tout ça, toutes ces zones de fragilité, qui va être la sortie hospitalière, va faire qu'on doit pouvoir appeler le médecin et on doit pouvoir tracer ce qu'on a fait. On voit régulièrement des sorties d'hôpital avec marqué un stylo d'insuline matin, midi et soir. Je doute que ce soit la posologie. Mais il faut encore qu'on puisse tracer, qu'on puisse le référencer et puis dire, non, voilà, il y a une erreur et cette erreur, on la note quelque part pour qu'elle ne se reproduise plus. Tout ça, ça va dans la bonne pratique, dans la qualité. Et si on va dans la qualité, on va dans la meilleure observance aussi parce que le patient ne sera pas perdu, parce qu'il n'aura pas 3 ordonnances avec 3 choses différentes. Et puis un dernier outil qu'on souhaiterait qu'il soit développé, c'est un souhait, c'est la téléexpertise. La téléexpertise entre un pharmacien d'officine et puis un médecin hospitalier ou un pharmacien hospitalier quand il y a des traitements qui sont issus de la réserve hospitalière, avec des traitements que l'on ne connaît pas forcément, qui arrivent chez nous, avec des patients qui vont nous raconter leur vie qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on puisse se mettre en rapport avec un expert qui va nous dire, attention, là il y a un risque, là au contraire c'est normal, et voilà comment on peut faire pour corriger ces choses-là. Voilà tous les outils qui sont à notre disposition pour replacer le pharmacien avec le patient au cœur du bon usage du médicament. Merci, M. Varian. En vous écoutant, on a l'impression que d'abord tous les outils, ils sont déjà là, donc on se demande pourquoi ça n'existe pas déjà quelque part, comme vous l'avez dit sur la PDA. Mais alors donc, on a compris le rôle de chacun. Là, on vient de voir qu'il y a de nombreuses interactions entre le pharmacien et l'usager, bien entendu. Elles sont très nombreuses, ce sont des éléments clés. Mais quand il revient chez lui, il ouvre son ordinateur, sa tablette, ou il regarde son smartphone, il va sur Internet. Et là, M. Besançon, il est exposé à des tas d'informations plus ou moins licites. Et on l'a vu dans la pandémie, quelquefois très mauvaises et effectivement totalement fausses. Donc, Giovanna, et puis on a parlé d'Amazon, mais je pensais à Netflix. Vous savez, l'ennemi de Netflix, c'est le sommeil, en fait. Donc, est-ce que l'ennemi, c'est pas Amazon, mais comment on doit... Giovanna, le service public de l'information en santé, qu'est-ce que c'est, comment il s'est développé et comment il participe à cet engagement des patients et cette amélioration de la littératie? Alors, merci beaucoup de cette invitation d'abord. Effectivement, le cœur du service public d'information en santé est vraiment ce travail pour augmenter la littératie des citoyens, patients ou bien portants, de permettre l'implication, comme ça a été dit par le président Remond, l'implication des patients dans leur traitement, mais aussi dans la gestion de leur santé au quotidien, et tout ça à travers un préalable qui est nécessaire, qui est celui de l'information. Et or, l'information, effectivement, depuis les débuts des années 2000, grâce à l'arrivée d'Internet, a généré une explosion d'offres, explosion qui, d'une part, permet une vraie démocratisation du savoir et de la montée en compétences, mais aussi un risque de proposition égale, équivalente entre sources qualifiées, fiables, et sources moins honnêtes, supportées. Alors, pour X raisons, ça peut être de sources de caractère très commercial, de sources sectaires, ou de sources simplement mal informées. Donc, on a bien vu que l'épidémie, la pandémie,
a très clairement montré, a mis en exergue cette difficulté de se repérer dans la profusion d'informations. Face à ce constat, bien avant la pandémie, en 2016, la loi de modernisation du système de santé, a créé un service public d'information en santé, service public, qui a pour mission la diffusion gratuite, c'est important, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde, la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, pas de souci. Et puis, dans le domaine sanitaire, médico-social et social. Donc le périmètre est extrêmement large et les associations de patients, à l'époque, ils ont beaucoup milité pour que, dans la lettre de la loi, soit également indiqué que les informations soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Et au sein du SPIS, donc, la délégation qui s'est créée en 2016, on a voulu aller bien plus loin. C'est-à-dire, on a souhaité prendre en compte dans nos travaux, dans les chantiers, également les besoins des personnes avec un niveau de littératie très modeste, avec des usages du numérique très limités, donc la lutte contre l'électronisme, etc. Donc on a voulu vraiment aller au plus fin de destinataires de l'information pour comprendre quelle est la meilleure information et comment cette information puisse vraiment profiter tous ceux qui en ont besoin, surtout ceux qui en ont le plus besoin, et pas simplement ceux qui ont un niveau socioculturel important et qui donc finalement en profitent moins de ce qui est prévu. Je tiens les 4 minutes, je promets. Donc, l'outil du service public d'information en santé est le site santé.fr. Cette année, vous l'avez vu l'année dernière aussi beaucoup, parce qu'il propose également l'offre de dépistage Covid et vaccination Covid. Donc, pour vous dire très simplement, c'est un site qui actuellement tourne à 13-14 millions de vues par mois. Quels sont les préalables du site ? Le site, il souhaite proposer une information fiable et de qualité. Donc, il sélectionne et agrège les informations produites par nos partenaires institutionnels, mais aussi associatives, aussi sociétés savantes, recherche, tous les acteurs qui poursuivent l'intérêt général. Il développe un programme de prévention et de promotion de la santé. On est vraiment très, très attaché au fait de pouvoir prolonger non seulement l'espérance de vie, mais aussi l'espérance de vie en bonne santé, avec la qualité de vie. Donc, la promotion de la santé et la prévention sont des outils fondamentaux. C'est un outil d'orientation avec toute la carte de l'offre de santé pour les usagers de santé sur leur territoire, donc décliné dans chaque territoire. Il promeut aussi des outils d'aide à la décision, et on verra rapidement de quoi il s'agit. Et puis, le but est que ce soit un espace de confiance, une entrée unique dans lequel l'usager entre, l'utilisateur rentre, et il trouve tout le panorama de la bonne information, l'information fiable existante sur la santé. Voilà, 12 millions de visites, 13 000 contenus, 580 000 fiches d'offres de santé. C'est vraiment très, 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 très riche. Alors, ce qui concerne le médicament, pour pouvoir être le plus, encore une fois, fin dans la réponse aux besoins des utilisateurs, des citoyens, quel que soit leur niveau de littératie, donc de compréhension, on a souhaité, par exemple, et ça a été aussi à la demande de nos amis associatifs, créer un assistant, un chatbot qui permet de... Oui, désolé pour la forme, qui permet de pouvoir traduire dans un langage naturel les demandes, les questions des utilisateurs pour qu'ils puissent avoir des réponses adaptées à leurs questions. On vient de le mettre en ligne et c'est un outil qui, à notre sens, va pouvoir faire cette traduction par rapport à l'information très réglementée existante qui est nécessaire de pouvoir suivre et puis le langage naturel des citoyens. On a également toujours un partenariat avec France Asso Santé et puis avec nos partenaires institutionnels produit un moteur de recherche des essais cliniques. Pourquoi ? Parce que les essais cliniques qui peuvent être un jeu pour, évidemment, collectif, mais aussi individuel pour l'expérience de la personne, ne sont pas forcément répertoriés
partout. On trouve des essais cliniques sur l'oncologie sur le site de l'ANCA, on trouve des essais cliniques sur les maladies rares, mais toute la richesse d'essais cliniques ouverts en France et en cours de recrutement, on les trouve sur santé.fr. Et puis, on participe également à la lutte contre l'antibiorésistance, donc dans le cadre de la stratégie nationale de la lutte contre l'antibiorésistance. Et on a hébergé sur santé.fr un espace dédié très, très simple d'accès, très compréhensible, qui permet, encore une fois, d'identifier quels sont les risques dans l'usage des antibiotiques. Et on a également, les outils de la décision que j'évoquais tout à l'heure, produit des petits micro-learning qui permettent de faire monter vraiment en compétence les personnes concernées. On en a fait sur l'hypothyroïdie suite aux questions relatives au lévothyrox et puis à l'endométriose, qui est encore une pathologie dont l'errance diagnostique est malheureusement encore importante. Donc, on a voulu faire ces micro-learning qui sont très adaptés, très vulgarisés, très accessibles aux personnes concernées pour pouvoir les faire monter en compétences et les préparer également à la consultation avec les professionnels de santé. Et le dernier, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'espace santé.fr décryptage qu'on va mettre en ligne là, cette semaine. Et c'est la réponse hospice aux fameuses fake news. Merci Giovanna. La courbe de fréquentation est une des seules courbes exponentielles qu'on est content de voir en ce moment. Mais nous aussi. 12 millions, c'est quand même un chiffre récent et donc il y a une très forte progression. Alors avant de discuter avec vous, il y a une dernière présentation, c'est celle de Christian Saout. Donc quelques minutes également de vidéo que vous pouvez lancer maintenant. Hello. L'engagement des patients à l'HAS. Nous, on ne s'est pas positionné sur ce qui s'est passé en 2002, la reconnaissance des droits et la représentation des usagers dans les instances. On s'est posé sur, au fond, la médecine au quotidien, le système de santé au quotidien, et c'est ça qu'on a voulu dire, et s'exprimer sur les valeurs et les principes qui doivent guider toutes les facilitations qu'on est capable de mettre en place pour l'engagement des usagers, et notamment l'information du patient sur le bon usage du médicament. C'est un outil de l'engagement du patient en santé. Si l'information n'est pas bonne, si l'information est mal faite, elle peut être intelligente et très mal délivrée, et ben ça ne marchera pas. Donc ce qu'on veut, c'est faire émerger les meilleures pratiques dans l'information des usagers. Alors pour donner un exemple concret, eh ben, c'est quand même mieux si l'information des usagers elle se fait avec eux, s'ils sont embarqués. Dès qu'on veut y faire un document d'information des usagers, il faut très vite mettre les patients concernés dans la discussion, comment on doit faire cette information, qu'est-ce qu'on doit prioriser, qu'est-ce qu'on doit hiérarchiser, quelles sont les questions que je dois poser à mon médecin, toutes ces choses, tous ces points de détail qui sont importants. Donc pour l'instant, on a fait la livraison, je dirais, des principes et des valeurs de l'engagement. Et puis les années qui vont suivre, on va s'attacher à publier point par point des documents pour aider à faire que toutes les facilitations qu'on met en place pour l'engagement des usagers soient le plus orientées dans ce destin-là. Question, le projet, à la base, c'est quoi l'engagement des patients ? Le projet, c'est très simple, c'est de se dire qu'on ne peut pas rester sur des normes législatives, qu'on ne peut pas rester sur des choses institutionnelles, mais si on veut du vrai changement, il faut rentrer au cœur des pratiques des professionnels de santé, des établissements de santé, et aussi au cœur des pratiques des usagers eux-mêmes qui sont très souvent regroupés dans des associations. Et on s'est dit que ce qu'on voulait faire, c'était bouger les pratiques. Et les pratiques, évidemment, elles ne sont pas figées, elles sont évolutives. Avec le Covid, on a vu par exemple cette révolution numérique qui a déferlé, qui a tout changé. Eh bien, heureusement que les gens s'en sont saisis, sinon on n'aurait peut-être pas beaucoup pu échanger, ni parler, ni continuer à travailler. Donc l'engagement, c'est une stratégie qui se veut évolutive, qui veut faire qu'on n'ait pas besoin d'une loi ou d'attendre une loi pour changer des pratiques. Par exemple, l'engagement, c'est favoriser la place des patients dans l'enseignement universitaire, à la faculté de médecine. De plus en plus, on fait témoigner des patients sur leur vie avec la maladie dans les facultés de médecine parce que ça permet aux professionnels de santé de mieux comprendre ce que les patients vivent,
Mais les professionnels de santé eux-mêmes font aussi des simulations d'entretien, ils font aussi des jeux de rôle pour savoir comment se comporter avec des patients, parce que ça n'est pas vrai que parce qu'on est professionnel de santé, on a tous le sens de la communication. Non, certains ont besoin de le travailler. Et puis, la communication d'un professionnel de santé, c'est aussi une relation d'aide. Et une relation d'aide, ben, c'est pas comme une relation commerciale, c'est pas comme une relation de parent à élève, ou de parent à enfant, ou de maître à élève. Eh ben, une relation de santé, ça, il faut bien le reconnaître, ses règles, ses manières d'être, ses façons de faire, et il faut effectivement un peu l'apprendre et partager, parce que c'est une manière aussi de donner la main au patient et de faire qu'il pourra s'impliquer dans ses soins. On sait tous, et c'est démontré par de nombreuses études, que quand le patient est impliqué dans ses soins, la guérison est plus rapide ou bien la qualité de vie est meilleure. Donc il faut qu'il puisse s'impliquer, et si on garde une posture professionnelle un peu fermée ou un peu de certitude surplombante, eh ben ça marche pas bien. Donc il faut pouvoir évoluer les uns et les autres, et l'idée de l'engagement, c'est ça, c'est de faire en sorte que partout dans le système de santé, les attitudes, les façons de faire prennent en compte la dimension patient pour aider à ce qu'il puisse être de plus en plus, je dirais pas, non pas autonome, mais se déterminer lui-même. Ça n'est pas une obligation d'être autonome. Si on n'a pas envie, si on est fatigué, si on a plutôt envie d'être cocooné, bah, c'est comme ça. Par contre, si on a envie de se déterminer soi-même dans les soins, ben, c'est mieux de pouvoir poser des questions à son médecin. Et ça, c'est aussi très, très important. Qu'est-ce que c'est que ce traitement, docteur? Pourquoi est-ce qu'il est différent de l'autre traitement d'avant? Ou bien j'ai une amie ou un ami qui a un autre traitement, c'est quoi la différence? Il faut pouvoir répondre à toutes ces questions-là, et il faut qu'on ait peut-être des repères. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec la question de l'engagement en santé, c'est donner des repères au système de santé pour qu'il soit plus facilitant à l'égard des patients, pour leur permettre de s'engager dans leur propre santé et aussi souvent dans celle des autres. Parce que c'est quand on s'est engagé pour soi-même qu'on a un peu envie de s'engager pour les autres. Toute la culture, par exemple, de ce qu'on appelle les pairs, ou des patients experts, par exemple, ben, c'est des gens qui se sont dit, avec mon expérience de patient, j'ai acquis des compétences et je peux les mettre au service des amis dans l'association ou au service des professionnels de santé en venant témoigner dans un cours à l'université. Cette présentation de Christian Saout, elle ne s'est pas présentée pour ceux qui viendraient d'une autre planète et qui ne le connaissent pas encore. Il est représentant des usagers au bureau de la Haute Autorité de Santé, un passé évidemment important d'engagement dans les associations représentant les patients et les usagers. Donc, je vais repasser la parole à mon président, puisqu'on aborde la démocratie sanitaire en fin de compte à la fin, mais pour voir, est-ce qu'on peut tirer une synthèse de cet échange? Et puis tout de suite, mais alors très rapidement, si vous avez des questions, je passe la parole à la salle. Je trouve qu'il se fait beaucoup aujourd'hui, cette réflexion-là de la participation du patient, comment le faire devenir un véritable acteur de sa propre santé, comment on peut effectivement entretenir un échange, un dialogue entre un expert scientifique et un expert profane qu'est le patient. Ça, ce sont des réflexions et des colloques et des échanges que nous pouvons avoir. On a aujourd'hui évidemment les moyens techniques informatiques qui nous permettent d'avoir une information de très haute qualité, les télésuivis, je préfère parler de télésuivi que de télésurveillance, mais bon, on voit bien. Et donc, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup. Les pharmaciens ont totalement renversé leur positionnement pour être de vrais professionnels de santé, de proximité, et être dans l'accompagnement, le conseil, etc. On a tout pour que ça ne marche pas. Et donc, quand je dis pourquoi ça ne marche pas, j'ai quelques arguments, quelques raisons. C'est qu'encore, il y en a quelques trous dans la raquette. On a certainement encore, et ça a été dit, une mauvaise acculturation de l'ensemble de la population. On nous a beaucoup trop longtemps dit que dans matière de santé, nous n'avions rien à dire, qu'il y avait une science, il y avait un sachant, j'étais un malade. D'ailleurs, on a découvert les patients il n'y a même pas 20 ans. Il a fallu une loi de 4 mars 2002 pour avoir des droits des patients. C'est-à-dire les droits des patients, c'est-à-dire qu'on les a découverts à ce moment-là. Sinon, jusque-là, ils n'avaient pas de droits. Donc, c'est très récent.
On nous a toujours inculqué qu'il y avait un sachant et qu'il fallait prendre le comprimé rose le matin, le bleu à midi, et qu'il fallait surtout se taire et écouter le médecin. Donc on est encore dans cette culture-là. Il faut qu'on travaille cette culture-là du partage d'informations, poser des questions à son médecin. On a quand même quelques études qui nous disent qu'effectivement, le patient dit bonjour et au revoir dans une consultation d'un quart d'heure. Le reste du temps, c'est le médecin qui parle. Donc, le colloque singulier, il est très singulier. Oui. Il y a encore cette culture-là à faire monter, effectivement, de la part de l'ensemble de nos concitoyens, à intervenir, poser des questions, même si elles sont totalement erronées ou décalées. Ça ne fait rien. Il faut poser des questions à son médecin, à ses professionnels de santé. Et voilà des outils, voilà, peut-être demain, mon espace santé, etc., qui nous permettra d'être beaucoup plus acteurs de notre santé et de créer du lien, de l'échange avec les professionnels de santé. Mais Christian a raison, il faut aussi modifier la posture des professionnels de santé, et particulièrement des médecins. Il faut leur apprendre dès le début ce qu'est l'écoute, ce qu'est la bienveillance, ce qu'est reformuler des questions pour le patient. Ça s'apprend. Alors, il y en a qui sont plus doués que d'autres, ça s'apprend. Il faut effectivement que, dès le début, il y ait cette participation, ce que je disais, cette participation des usagers de la santé, qui soient experts, formés ou autres, peu importe, à la formation continue, à la formation initiale des professionnels de santé pour qu'il y ait un véritable lien de communication entre eux et nous. Et ça me paraît être extrêmement important si on veut avoir, pour revenir au thème de la journée, un bon usage du médicament. Merci Gérard. La conduite du changement associe des comportements individuels, des outils et peut-être aussi réfléchir plus collectivement sans oublier la représentation du patient. Alors, je voudrais juste remarquer que s'il y a un représentant des usagers à la HAS, c'est aussi une conquête que les associations ont le seul point que je prends tout, évidemment, ce que dit Christian, parce qu'on l'a beaucoup partagé ces 20 dernières années. Ma seule différence avec lui, c'est que j'ai cru comprendre que dans ce pays, si on n'avait pas un bout de texte législatif, on n'arriverait à rien. Et que quelque part, il va bien falloir aussi encadrer la participation de ces patients, experts ou partenaires ou ressources dans la formation initiale, dans les équipes péridisciplinaires et tout. Si on n'a pas un petit texte législatif, je pense qu'on va rester un petit peu dans le flou artistique et qu'on n'y arrivera pas. C'est peut-être la seule différence que j'ai avec Christian. On a réussi à légiférer sur le représentant des usagers de la santé. Voilà, si on avait un petit bout là pour bien cadrer un petit peu la part de participation de ces patients, ressources, experts, que ce soit dans les formations ou dans l'accompagnement, on a failli l'avoir dans la loi hôpital, patient, santé, territoire. Bon, voilà, le décret ministériel, il est resté dans les tiroirs de Roseline, mais voilà, on pourrait peut-être continuer à y réfléchir quand on commémorera la loi du 4 mars 2002 dans quelques mois. Donc le rendez-vous le 4 mars 2022. Ici même d'ailleurs. Bon, on a encore combien, Nathalie? On a un peu plus de 15 minutes. Donc, d'accord. On va jusqu'à 30. Ok. Donc écoutez, on va en profiter pour prendre des questions de la salle et essayer de lancer un échange et un débat. Qui se lance? Allez-y. Voilà, Xavier. Oui, j'ai trouvé tout à fait passionnant ces échanges, très bien articulés. On a parlé de littératie, on a parlé de parcours, mais quel est actuellement, devant la déferlante des fake news, et là je m'adresse à l'ensemble des acteurs, quel est le rôle du pharmacien, du président de France Asso Santé et des associations, du ministère, pour essayer de contrebalancer au comptoir ou à travers les médias toute la désinformation qui peut être donnée, en particulier dans cette actualité sur les vaccins. C'est un travail quotidien, pluriquotidien, plurihoraire, pluriminute. Voilà, on a des informations qui sont contredites, qui sont... Je pense qu'il faut toujours avoir du recul et être positif.
dans notre attitude avec les patients. C'est-à-dire que déjà, il faut accueillir ce qu'ils nous disent, parce que s'ils posent la question, c'est déjà très bien qu'ils la posent, mais ça veut dire que pour eux, c'est une inquiétude. Et si on entend leur inquiétude et qu'après on y répond, peut-être qu'on n'a pas forcément la réponse d'ailleurs, peut-être on va pouvoir leur dire, écoutez, je ne sais pas. Mais si on leur dit, on écoute, on va se renseigner, après on vous rapporte la réponse, ben déjà c'est un pas, alors je ne parle pas des vaccins, mais c'est un pas dans l'observance et dans le fait qu'il adhère à son traitement. Et des questions, il en a, et c'est légitime, parce que vous êtes atteint d'une maladie, la maladie vous pose question, le traitement vous pose question. Pour répondre à votre question sur les vaccins, oui, on en a eu des questions depuis le début de cette pandémie. Le début, c'était quand est-ce qu'on aura les vaccins? Puis quand on les a eus, c'était « Ah oui, non, mais j'ai pas tellement confiance ». Et puis après, c'était « Ah oui, mais je préférerais les… » Enfin voilà, vous connaissez, et puis c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, à force de rencontrer les patients, de leur expliquer, d'avoir du bon sens avec eux, et on arrive à ce qui est 90% des gens vaccinés. Voilà, donc oui, mais il faut prendre du temps pour l'expliquer, et surtout, ne pas banaliser une question. S'ils ont une question, il faut qu'on leur apporte une réponse. Vous savez, moi, je suis le président aujourd'hui d'une structure qui a 86 associations. Et donc, il y a une certaine hétérogénéité face à, effectivement, l'actualité et les positionnements. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on garde beaucoup d'attention à ces questions-là, et que, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, on a tendance aujourd'hui à se confronter avant d'écouter. Je crois qu'il y a un besoin, pour ceux qui ont un peu de bienveillance et un peu d'écoute, de faire valoir effectivement ces conversations non violentes, d'écouter et de prendre en considération même des affirmations si elles sont totalement erronées, si elles nous paraissent évidemment ne pas correspondre à des réalités scientifiques. Il faut qu'on essaie de les écouter et puis de trouver des mots apaisants, reformulés. C'est très difficile. Alors, voilà, en vous parlant, je viens de passer 4 heures en réunion de bureau ce matin, et c'est récurrent, c'est en permanence. Je pense que c'est difficile de faire changer des personnes qui ont des représentations aujourd'hui de plus en plus très affirmées et qui savent. Donc, il y a un travail, effectivement, de plusieurs sources qu'il faut multiplier. Voilà, la parole associative est une chose. Alors, on se fait évidemment accuser d'être le bras armé du ministère et de l'espace santé, voilà. Mais bon, peu importe. Il faut aussi qu'effectivement, ces discours que soutiennent les professionnels de santé, que ce soit les pharmaciens, les médecins, le milieu associatif, soient relativement homogènes pour qu'on progresse. Ça, c'est important aussi, que le discours qu'on peut faire à un patient, d'ailleurs, quel que soit le sujet, soit homogène. Il ne faut pas que le médecin lui raconte un truc, que le pharmacien lui raconte une autre, que le patient expert lui en mette une autre. Alors là, je veux dire, on a tout faux. Donc, y compris aujourd'hui dans cette actualité-là, il faut qu'on sache garder du recul, du calme, de poser la voix, écouter les gens qui vous assèment quelques ironies, enfin quelques bêtises énormes, et puis essayer de cheminer petit à petit pour faire en sorte que le dialogue reprenne. Parce que ce que je trouve aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Le dialogue, et puis juste avant de passer la parole à Giovanna, il y a un problème d'arriver à exprimer correctement un certain niveau d'incertitude. Si on va sur les réseaux sociaux, évidemment, les réactions les plus tranchées, surtout si elles sont négatives en quelques mots, ont immédiatement beaucoup plus de portée. C'est là où on voit, en revenant vers les professionnels de santé, l'usager il va vérifier éventuellement, faire une levée d'angoisse. Mais il y a un gros chantier à bien communiquer sur les situations d'incertitude, sur une présentation correcte de l'efficacité d'un traitement et de ses limites. Et là, on a une responsabilité collective. Donc, je pense que, Giovanna, qu'en penses-tu à travers l'expérience de santé.fr, je pense que ça a été un des enjeux majeurs d'arriver à transmettre en simplifiant, sans trop simplifier, et en disant voilà ce qu'on sait aujourd'hui. J'avais échangé avec Delfrécy, il avait dit la seule façon de gérer cette pandémie, c'était la transparence. Bon, on a vu que la transparence, elle est quelquefois un peu variable, et au final, elle finit toujours par s'imposer. Alors effectivement, je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre
une situation telle que celle que nous vivons depuis 2 ans, celle d'une pandémie qui cristallise les angoisses et donc génère forcément un espèce de manichéisme entre le vrai et le faux. Et donc, toute cette montée de fake news, mais qui parfois, si on analyse bien, parmi ces fake news, il y a effectivement des informations générées avec une mauvaise volonté, mais il y en a aussi qui sont simplement le fruit de la méconnaissance, de la peu connaissance, de la confusion. Donc ça, c'est vraiment un cadre qui est très spécifique à la crise, et sans doute, cette crise va nous permettre d'avancer dans l'élaboration et dans la réponse à ces situations particulières pour pouvoir se préparer à de nouvelles occasions qui viendront dans le futur, et on sera mieux préparé, on sera plus capable, plus efficace aussi dans le volet information. Mais moi, je voudrais justement revenir au temps normal, au temps celui où, de toute manière, l'information reste un enjeu fondamental, où, comme je disais tout à l'heure, il y a une gestion très indépendante de chacun de sa propre information, même si on est aidé, appuyé par les professionnels de santé, mais il y a une recherche, une navigation sur des sources disparates d'informations. Et tout l'enjeu, et Gérard l'a bien dit, c'est de permettre aux citoyens de monter en compétence, de comprendre, d'acquérir les outils pour lui-même définir les clés de sa compréhension. C'est vraiment pas de lui dire ça c'est juste et ça c'est mauvais, ça c'est fiable et ça c'est faux, mais c'est de dire voilà le cadre, voilà les outils, voilà le contexte, la problématique, qu'est-ce qu'il dit la science, qu'est-ce qu'ils disent les études, et c'est ce qu'on va faire justement sur cet espace des décryptages, avec une biblio toujours référencée à côté pour que les personnes qui souhaitent aller plus loin puissent aller plus loin. Et puis la conclusion, et dans la conclusion, également la notion d'incertitude. Parce que l'incertitude, elle est liée à la santé, elle est liée à la science. La science, heureusement, évolue, donc ça veut dire qu'elle est un changement constant. Et donc la notion d'incertitude, elle fait partie de la science. Mais aujourd'hui, la notion que les citoyens ont de la science et de la santé, c'est du définitif, c'est du figé. Et c'est ça qu'il faut aussi arriver à faire passer, mais dans un ton qui est un ton respectueux des personnes et de leurs croyances, de leur historique. Moi, je suis très, très attachée, par exemple, à des modèles de formation professionnelle, par exemple, sur la médecine narrative, tous les outils de la décision partagée qui permettent aux professionnels de prendre en compte tout l'historique, toute l'anamnèse, mais aussi la culture de la personne. Et nous, de notre côté, avec les limites d'un site qui est plutôt figé par rapport à la consultation, mais ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment ça, d'aller plus loin et en essayant vraiment de pouvoir prendre en compte toutes les sensibilités de chacun, mais de lui fournir et de leur fournir des éléments fiables, des éléments certains, sûrs, sur lesquels ils puissent s'accrocher. Alors, Monsieur Besançon, ça vous parle, puisque vous représentez un secteur où des médicaments peuvent évidemment apporter un bénéfice aux patients, vendus sans ordonnance, mais là, vous êtes confronté éventuellement à un défi d'information, puisqu'il peut y avoir des tas de faux médicaments ou d'autres solutions avec une zone grise. Alors, comment vous y prenez ? Alors, tout à fait. La première chose que je voudrais dire, c'est déjà, il y a une seule question qui est mauvaise des patients, c'est celle qui n'est pas posée. Et posée idéalement à une source fiable, que ce soit pour le pharmacien, le médecin ou autre. Et c'est vrai que pour nous, par exemple, dernièrement, avec les syndicats de pharmaciens, on a lancé une campagne pour promouvoir l'interaction sur des pathologies du quotidien, notamment hivernales, entre le pharmacien et son patient. Pour nous, c'était un élément important, c'est de stimuler ce dialogue, parce que plus tôt il commence, plus tôt les mauvaises conceptions de telle ou telle utilisation de produits peuvent être corrigées. Clairement, pour nous, l'importance même de ce dialogue, parce que
ces produits sont la plupart non prescrits, passent par l'interaction avec le pharmacien. On voit qu'ils sont impliqués dans près de 80% des actes d'achat du patient, c'est-à-dire soit c'est le pharmacien qui recommande un produit en particulier ou peut éventuellement corriger la demande du patient. Donc clairement, il y a ce rôle important de dialogue qui peut être soutenu par un environnement complet. Et en plus, on a un avantage, c'est que finalement, comparé peut-être aux industriels ou aux autorités de santé, les professionnels de santé, que ce soit pharmaciens, médecins, infirmières, bénéficient d'un très large plébiscite, plus de 90% de confiance, on est un peu envieux, bien évidemment. On se dit, ce serait quand même bien qu'on puisse aussi, on y travaille à améliorer. Mais en tout cas, il y a ce rôle essentiel, je pense, d'une interaction solide et stimulée pour que finalement le patient se sente en confiance pour poser ses questions et en même temps que les différentes sources d'informations fiables, contrôlées, puissent apporter une réponse adaptée à son questionnement. Et je prends quelques exemples. Si on regarde certains patients qui ont des conditions d'handicap visuel, par exemple, l'accès à une information écrite devient difficile. Pour des personnes qui ont parfois des difficultés de maîtrise, soit de la lecture, soit même de la compréhension du français, c'est aussi des éléments à prendre en compte. Et c'est pour ça que, un petit peu plus tôt, je parlais de population vulnérable, parce que finalement, tous ces éléments sont autant de défis qui nécessitent une certaine personnalisation de l'information qui est accessible. Et je pense que c'est avec une coordination de l'ensemble des acteurs impliqués et qui s'imposent à eux-mêmes un niveau de qualité de l'information, donc entre professionnels de santé, autorités de santé, industriels, qu'on arrivera vraiment à avoir une réponse cohérente, comme le disait le président de France Asso Santé, bien évidemment, mais aussi de qualité et qui est pertinente sur du long terme et du court terme. Merci. Quelques questions de la salle. Bonjour, je suis Pascal Dénès, responsable de la formation et de la recherche de l'association Union francophone des patients partenaires. Et je voulais rebondir sur Madame Marsico. En fait, effectivement, la formation, c'est hyper important, mais il y a aussi la pédagogie. Et former des patients, c'est aussi vraiment très, très important. Et pour vous dire que concrètement, justement, il y a un nouveau diplôme universitaire qui va être créé en janvier, qui est proposé par la faculté de médecine de Paris-Créteil avec notre association de patients partenaires, justement sur la démocratie en santé, patients partenaires et médicaments. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important d'impliquer les patients, de les former, savoir ce que c'est un médicament, comment ça se passe, où il passe, quelle est la cause et l'effet. Et ça, c'est vraiment une action très pragmatique pour une collaboration, une co-construction entre le patient et les professionnels de santé, vu que ce diplôme universitaire est ouvert à tous les patients atteints de maladies chroniques, toutes pathologies confondues, mais également aux professionnels de santé. Il y en a déjà pas mal. Merci, madame. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est une action vraiment très concrète. Merci. C'est une information plus qu'une question, mais on est preneur, évidemment. Bonjour, Frédéric Dayan, ExactCure. Alors j'ai une question. D'abord, avant tout, je veux dire, je suis vraiment 100% d'accord avec ce que vous avez décrit ici sur la littératie. Il y a un point que j'aimerais creuser, que je trouve passionnant. C'est ce qui a été évoqué par Jean-Pierre. Je trouve qu'on est désarmé dans les réseaux sociaux contre les abrutis. Je m'explique. C'est volontairement provoque, mais je suis entièrement d'accord que quelqu'un qui n'y comprend rien, qui est un influenceur, qui va publier une information qui va être tranchée, qui va être sensationnaliste, qui va dire en janvier 2021, qui va dire non mais vous prenez un vaccin, vous êtes fous, ça n'a pas été testé, vous allez tous mourir. C'est une information qui a un impact énorme sur des patients. Et l'interaction du pro avec le patient, c'est pas juste une interaction en binôme, c'est l'interaction entre le patient et ses connaissances et son réseau d'informations, et les réseaux sociaux en font partie. Et je trouve que c'est intéressant de creuser le débat de la science, le côté professionnel, qui, au fond, si on doit leur répondre en janvier 2021 de manière scientifique, objective, on va leur dire, OK, ces vaccins, ils n'ont été pas autant testés que d'autres, si, ils ont été testés, mais pas dans les mêmes conditions, ne vous inquiétez pas, il y a du recul, mais on verra, on le suit de près, etc. etc. C'est un discours élaboré, qui est scientifique, qui reflète une culture scientifique, et je ne sais pas si les gens l'ont. Et je trouve que votre remarque de faire dans votre site de l'éducation du patient, de l'inculquer, la notion de risque, c'est génial, ce serait génial. Mais je pense qu'il faut l'inculquer à l'école, et ils n'ont pas tous ça. Donc c'est un vrai débat. J'adorerais que tous les patients aient cette culture-là, mais finalement, face aux abrutis,
comment est-ce qu'on peut concurrencer, quoi. C'est quand on a vraiment un discours, je trouve ça difficile. Et, enfin, une idée, je trouve qu'au moins nous, les pros de santé, on devrait avoir un peu une sorte de Hoxbuster. Vous savez, on avait des, bon, si vous avez décrit, hein, c'est-à-dire c'était un site, vous savez, qui sépare le vrai du faux, mais qui pourrait être un Hoxbuster pour les pros, en tout cas, parce que nous, on pourrait comprendre avec toute la subtilité scientifique ou clinique, pour au comptoir ou au cabinet avoir un discours tranché, finalement, de dire mais non, ça c'est des bêtises, vous pouvez y aller en toute confiance, parce que c'est ce qu'au fond peuvent aussi comprendre des gens qui n'ont pas la culture scientifique au fond d'eux, ancrée. Donc, je trouve ce débat vraiment intéressant. Donc, est-ce qu'il faut les éduquer ? On n'apportera pas la question maintenant, parce qu'ils sont double victimes d'algorithmes, et ça on comprend, mais également de discours populistes, en fait, qui viennent de gens qui ont des arguments d'autorité. Et parmi ceux qui ont des arguments d'autorité, malheureusement, il y a des professionnels de santé. Donc on ne va pas résoudre ici, sauf à référencer les sites qui ont été établis, à mon avis, collectivement. Moi, c'est des messages que j'ai passés dans d'autres lieux. C'est face à quelqu'un qui a un argument d'autorité qui représente lui-même et qui dit « moi j'ai la solution », je lui dis « où est le consensus scientifique ?» C'est assez difficile à vendre en fait, hein, parce que les gens peuvent être très médiatiques et avoir une grande audience qui peut être relayée par les médias qui cherchent un bon sujet, un bon client ou des parts de marché. Et c'est pas, même aujourd'hui encore, ça continue. Donc pour moi, la solution c'est simple, hein, santé.fr. Mais ça sera le mot de la fin, à part ça, non, c'est juste attention, et pour moi c'est fondamental, attention à ne pas justement rejeter les questionnements des patients en leur disant simplement non, ça c'est des bêtises, parce que parfois le patient il a besoin de chercher cette réponse-là parce qu'elle évoque quelque chose, elle résonne chez lui. Moi je pense toujours à l'exemple un cancéro. Quand une personne cherche des thérapies alternatives à la chimiothérapie et qu'on lui dit « non mais attendez, mais n'importe quoi, le jus de citron », mais parce que la chimiothérapie est douloureuse. La chimiothérapie est lourde des conséquences et pourtant elle sert à guérir, mais la chimiothérapie, ce n'est pas anodin. Et ce que cherche de dire le patient, c'est simplement qu'il a besoin qu'on prenne en compte la lourdeur de la vie qu'il est en train de faire parce que grâce aux chimiothérapies, il est en train de se battre contre la maladie. Donc c'est vraiment la question aussi de quelle est l'histoire derrière, qu'est-ce qu'il veut dire derrière le patient. Et là, on est bien sûr sur un périmètre patient, maladie grave. Sur les bien portants, c'est encore autre chose. Merci, Giovanni. Je vous propose... non, Eric, je veux rajouter. Oui, on avait des questions aussi qui arrivent par le chat, oui. Et donc on va laisser Nathalie nous les retranscrire. Mais je profite quand même de pouvoir voler le micro de Nathalie pour poser une question à Giovanna notamment. Moi, j'ai été bluffé par ce que Giovanna nous a montré de ce qu'a produit déjà le service public d'information. C'est hyper intelligent et c'est déjà... Je peux t'enregistrer ? Oui. Non, mais vraiment, je le dis comme je le pense parce que j'ai été surpris moi-même. Donc, et ça a été... Et ça couvre un champ incroyable de sujets. Moi, la question que je me pose derrière ça, et d'autant qu'on a parlé dans cette table ronde du sujet de la littératie, c'est qu'on est au fond là dans un effet push. C'est-à-dire qu'on produit une information, elle est disponible, mais on sait très bien que pour les patients qui ont un faible niveau de littératie, le vrai sujet, c'est comment j'accède à l'information. Donc, autrement dit, est-ce qu'on pense vraiment que ces gens qui ont un faible niveau de littératie, qui nous ont beaucoup et à juste titre préoccupés dans cette table ronde, est-ce qu'on pense vraiment qu'ils vont aller taper service public de l'information.fr ? Voilà, comment est-ce qu'on fait, Giovanna ? Comment est-ce que vous vous préoccupez d'aller générer cet effet pool, de les amener vers l'information ? Alors, en effet, il y a plusieurs questions là, dans la tienne. Donc, la première, c'est que nous sommes très conscients du fait que certaines personnes en précarité, personnes avec un niveau de littératie très, très mauvais, personnes allophones, elles vont difficilement venir spontanément vers nous. Et là, nous, on s'appuie sur les publics relais, sur les travailleurs sociaux, sur les associations de patients. On a vraiment cet partenariat fort, et Gérard peut en témoigner, avec nos partenaires, ceux qui travaillent vraiment au plus près du terrain, pour qu'eux-mêmes puissent faire de la promotion de cet outil. Deuxième question, deuxième réponse, c'est vrai que
ce n'est pas le service public d'information en santé, c'est santé.fr. Et pourquoi on a voulu choisir santé.fr? Parce qu'a priori, c'est un URL particulièrement facile à retenir. Ce n'est même pas santé.gouv, c'est vraiment santé.fr. Et ça a été voulu, on a bataillé pour obtenir cette URL. Il y a un troisième facteur, c'est celui des réseaux sociaux. En effet, la doctrine du SIG est que les réseaux sociaux soient modérés dans chaque ministère. Donc là aussi, on s'appuie sur le réseau social, sur les réseaux sociaux du ministère, mais aussi de nos partenaires, des agences nationales, de l'ANSM, de Santé publique France, de France Asso Santé, et aussi des influenceurs qui travaillent avec nous, parce que derrière toutes ces productions, il y a un travail de gouvernance, de groupe thématique qui est vraiment très, très poussé et qui nous permet d'établir des partenariats forts, de la co-construction, comme a évoqué Madame. Et donc, dans la co-construction, le résultat est que chacun s'approprie du produit, du résultat, et il le fait, il le diffuse. Génial, merci beaucoup. Et à la BUM, on va réfléchir à ce qu'on peut faire dans cette perspective, bien sûr. Nathalie, donc il y a pas mal de questions, mais on est obligé d'en sélectionner. Hein. Vous parliez de co-construction des règles. J'ai une question particulière sur l'élaboration des règles, c'est-à-dire sur le rôle des associations de patients aujourd'hui dans l'élaboration des règles, le rôle dans les institutions. Et une question qui parle en particulier des indicateurs de qualité de vie, PREMS et PROMS. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à ça. Ça me fera compléter la réponse de Giovanna. Je pense que le prochain défi qui est là, jusque dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est comment on va former l'ensemble de nos concitoyens à l'utilisation de l'outil numérique en matière de santé, c'est-à-dire mon espace santé, etc. Je pense qu'effectivement, il faut aller vers. Donc, il faut mettre une mobilisation générale, que ce soit des institutions, que ce soit des associations, que ce soit de l'assurance maladie et d'autres, pour aller auprès de l'ensemble de nos concitoyens, leur apprendre, les conseiller, les aider, les accompagner à se servir de l'outil numérique. Pas simplement, d'ailleurs, peut-être à ce moment-là, c'est une idée, pas simplement de mon espace santé, de cette application-là, mais comment aussi on peut aller sur des sites internet référencés et tout. Donc il y a peut-être cette culture-là. On n'y arrivera pas en 15 jours, hein, mais il faut se lancer là-dedans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les données de santé en vie réelle, aujourd'hui, c'est une évidence même. Les évaluations en vie réelle sont devenues, et ce n'est pas les responsables du LEM qui me contrediront, sont devenus, hier, Isabelle Adenau disait, pour 25% des dispositifs médicaux, ce sont les évaluations en vie réelle qui font la différence. Donc, c'est une évidence. Les associations de patients, ça devrait devenir assez rapidement leur cœur de métier, leur raison d'être. Si les associations de patients ne se saisissent pas de ce nouvel outil qui est d'aller chercher les attentes et les besoins des patients, d'évaluer ces attentes et ces réponses qu'on peut leur apporter, elles ne vont avoir aucun rôle à jouer. Donc il est pour moi, et tout le monde sait d'où je viens, et nous l'outil on l'a créé maintenant depuis plus de 7 ans, donc on a été les premiers à créer cet outil-là, c'est comment effectivement les associations de patients s'accaparent d'outils et pour pouvoir faire ces études de données en vie réelle et être de véritables participants à l'évolution du système de santé. Donc demain, ce sera certainement l'outil majeur que devront utiliser les associations de patients, y compris pour étayer leur plaidoyer, mais y compris aussi pour jouer un rôle de participants dans l'évolution et dans l'évaluation de notre système de santé. C'est bon. Merci merci à vous, d'abord, les orateurs, et merci à la salle d'avoir suivi ce débat. Je pense assez riche.
Une dernière question, alors Une très dernière. rapide. Oui, super rapide. Bonjour, Asma Cherkaoui, donc Affaires publiques pour Sanofi. Moi, j'avais une question qui était plutôt liée au service sanitaire qui a été mis en place donc, il y a un moment. C'était pour moi une belle opportunité pour aller aux rencontres de tous les publics et pour aller dans les industries, dans les entreprises, dans les écoles et puis en même temps faire grandir nos étudiants et leur faire porter le message de bon usage. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui était, à la base, ce n'était pas identifié comme thème, mais est-ce que ce n'est pas un relais il pourrait se faire aussi le relais de santé.fr que je trouve super. Vous pourrez continuer votre, Oui. votre échange en dehors. Mais voilà. On ne va pas retarder trop l'autre table ronde. Excusez-moi. Merci à tous. Donc, je vous propose de nous retrouver à 16h. Rendez-vous à 16h. Ne loupez pas l'horaire parce que nous avons rendez-vous avec les startups. Une demi-heure de pitch. Ça va être absolument passionnant. Bonne pause.